Bonsoir à tous, bonsoir au peuple de la Cité Libre. Ce soir, nous nous retrouvons pour une lecture commentée d'un billet de blog de mon blog L'élan prométhéen. Et comme je vous le disais juste avant le lancement de l'enregistrement, l'un des buts de cette lecture, c'est de souligner les liens qui peuvent exister entre les différentes parties de la philosophie, notamment entre philosophie morale et philosophie politique, mais aussi de montrer, ce qui est trop sous-estimé, me semble-t-il, l'influence des croyances philosophiques, des croyances morales des individus sur leur comportement, sur l'évolution de la société. Et donc ce soir, on va traiter de la question de l'individualisme, avec une critique de l'individualisme à laquelle je vais me livrer. Euh, alors, je prends le texte. Il est un petit peu. Voilà, c'est pas forcément. C'est pas qu'il n'est pas bien écrit, mais voilà, il est intercalé. Enfin, des citations sont intercalées dans le texte, donc il n'est pas tout à fait construit comme ça peut l'être d'autres fois. Donc, voilà, à certains moments, je commenterai les sources des citations. Alors, misère de l'individualisme, narcissisme, nécropolitique libérale, éthique minimale et société liquide. Je pense pas qu'il était si vieux que ça, il date quand même de l'été dernier. Et ça commence par une citation d'un extrait d'un entretien du Parti libéral français pour le journal Marianne. Parti libéral français qui est un petit parti politique peu connu, auquel j'ai moi-même appartenu dans le passé pendant 2 ans. J'ai même été membre pendant 1 an de son bureau national, à l'époque où j'étais libéral. Et je me souviens avoir participé à certains échanges préparatoires à cet entretien qui est paru dans Marianne. Et le Parti libéral français, qui est un petit parti, donc, fait savoir que les libéraux sont fondamentalement des gens qui mettent le consentement au centre de leur système éthique. Et c'est de ça c'est en partie autour de ça que je vais interroger et critiquer dans mon article, dans mon billet. Alors le deuxième lien du billet, c'est un lien vers une discussion sur le forum libéraux.org, sur lequel je suis depuis 8 ans, qui est un forum donc, de la communauté libérale française, avec des débats intellectuels et politiques dessus. Et là, dans le texte de mon billet, je résume ce qui se passe, mais si vous voulez voir la polémique d'origine, vous suivez le lien sur mon blog. Et alors, ce qui se passait dans cette discussion, donc je discutais sur ce forum avec un libéral, et celui-ci me disait qu'un bon régime politique doit préserver les interactions sociales volontaires, ni plus ni moins. Donc, sachant que ça c'est son principe, et moi j'essaie de lui montrer jusqu'où vont les conséquences d'un tel principe, qui sur le papier semble quelque chose de plutôt raisonnable et sympathique, mais je lui fais remarquer que la conséquence de ce principe devait être de tolérer la nécrophagie, c'est-à-dire le fait de manger des cadavres, ainsi que la mise en vente libre de chair humaine pour la consommation. En effet, les cadavres ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des vivants, ce ne sont pas des êtres de droit, donc ils n'ont pas de droit du point de vue de la théorie libérale, puisque celle-ci couvre les droits des vivants, des humains, quoi. Et ce ne sont pas non plus a priori des propriétés, puisque personne ne peut les acheter, enfin, voilà, on ne voit pas très bien en quoi ce serait un truc qui serait couvert par le droit de propriété non plus. Donc, dans une société pleinement libre, les individus devraient pouvoir volontairement et librement consommer ou vendre de la chair humaine sans subir des interdictions moralisatrices de la part de l'État, puisque finalement ça ne viole la liberté de personne de vendre ou d'acheter de la chair humaine et de la consommer. Voilà, donc c'était pour évidemment provoquer, c'est une sorte d'attaque un peu provocatrice, mais c'est pour montrer, si on admet le principe qui a été posé au départ, on ne peut pas refuser la conséquence qui en découle. Et j'étais content de voir qu'on était tous d'accord là-dessus, sur cette relation logique entre le principe et ses conséquences, puisque ni ce libéral, ni quelques autres anarcho-capitalistes auxquels j'ai posé la question de est-ce qu'ils étaient d'accord avec ça, n'ont reculé devant cette conséquence. Donc ils sont tout à fait d'accord pour dire que dans une société pleinement libre, la nécrophagie et la vente de chair humaine sont autorisées. Et ça fait honneur à leur cohérence logique, parce que c'est extrêmement cohérent de penser de
cette façon-là, mais ça ne fait pas, ça ne retient, cette forte rigueur logique ne change pas grand-chose au caractère assez fou en fait hein, d'adhérer à un tel idéal de société. Donc c'est quand même l'indice, c'est une méthode courante en philosophie ou en critique des discours que quand on veut montrer qu'un principe ou une idée n'est pas bonne, ben, on essaie de montrer que elle peut aller jusqu'à telle conséquence qui elle-même est de façon encore plus évidente insoutenable, et donc ça nous amène à réviser les prémices qui avaient mené à cette conclusion. Donc voilà, c'est un bon exemple pour démonter cette proposition, cette valeur. Alors le libéralisme, c'est une idéologie politique, donc c'est quelque chose de conscient, de rationalité, de rationalisé, pardon, de complexe. C'est une forme d'individualisme propriétariste universalisé, puisque tous les individus sont des propriétaires, ou sont pensés comme des propriétaires. Et c'est une idéologie politique dont j'ai fait la critique ailleurs sur mon blog et sur la chaîne Odyssée qui en est la prolongation dans mon billet sur le pluralisme de John Keats que vous pouvez retrouver. Donc je ne vais pas recritiquer le libéralisme ici, mais simplement ce que je voudrais souligner, c'est que quelque part le billet que je suis en train de lire, c'est un approfondissement de ma critique du libéralisme, parce qu'au-delà du libéralisme qui est un problème, il y a quelque chose de plus général dont le libéralisme n'est qu'un cas particulier, qui est l'individualisme. Et c'est ça le sujet de mon billet en fait, c'est une sorte de radicalisation de ma critique. Cette fois-ci, on ne va pas critiquer qu'une variante ou une forme d'individualisme qui serait l'individualisme libéral, mais on va critiquer l'individualisme en général. Alors ça suppose de proposer une définition de ce que serait l'individualisme, et par ce terme, je propose d'appeler, de qualifier, une tendance de l'évolution sociale qui va vers la formation d'une société qui n'existe que pour réaliser les aspirations des individus, quels qu'en soient les contenus. Donc une société qui tend vers l'individualisme, c'est une société qui tend à ne connaître comme comportement des individus que des comportements qui en un certain sens leur sont purement internes, hein, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, et ce, indépendamment de la question du contenu de ce désir ou de la moralité de ce désir. Voilà, ce serait ce type-là d'évolution sociologique qu'on pourrait appeler individualisme. Et le phénomène tout à fait inverse, qui me semble-t-il est aussi un mal moral ou un défaut d'organisation de la société, ce serait le collectivisme, c'est-à-dire une société dans laquelle les individus n'existent que pour, et j'insiste sur le que pour, hein, parce que c'est une question de degré aussi, que pour réaliser des aspirations qui leur seraient étrangères, qui leur seraient imposées de l'extérieur, le plus souvent par l'État. Alors on peut penser comme archétype de ce que serait une société collectiviste extrême ou complètement achevée les sociétés totalitaires du XXe siècle, mais finalement il y a toutes sortes de sociétés à travers l'histoire, et finalement ça a d'ailleurs été le genre de société le plus répandu, où très souvent les individus ne font pas du tout des choses parce qu'ils souhaitent eux-mêmes personnellement, qu'ils en auraient pris l'initiative de manière autonome, mais ils font des choses parce qu'ils y sont contraints. Ils sont contraints, pardon, par des institutions sociales, par des coutumes, par des normes extérieures qui régissent leur comportement. Et typiquement, dans une société traditionnelle, vous ne vous mariez pas parce que vous avez choisi, vous, personnellement, cette personne avec laquelle vous vous mariez, vous vous mariez parce que c'est une convention sociale obligatoire qui vous est imposée par vos familles dans un but d'utilité sociale ou de promotion des intérêts des deux familles, et finalement les individus subissent leur mariage plus qu'ils ne le décident. Donc ça, ce serait le type de société qui serait complètement inverse par rapport à une évolution individualiste. Donc je ne sais pas si c'est clair, hein, mais j'espère avoir montré clairement que là j'oppose deux tendances d'évolution sociale, individualisme et collectivisme, mais c'est pour dire, pour critiquer que les deux formes sont mauvaises. Hein. C'est-à-dire que la bonne forme de société ne serait ni l'un ni l'autre, en fait. Hein. Ou en tout cas, ce ne serait pas... La bonne forme de société, de mon point de vue, serait certainement quelque chose qui laisse une place à la réalisation des aspirations des individus, mais pas quels qu'en soient les contenus. Donc ce serait quelque chose de plus intermédiaire par rapport à une société purement individualiste. Bon, alors beaucoup a été écrit durant les dernières décennies sur la radicalisation de l'individualisme dans les pays occidentaux.
On peut penser à des ouvrages comme L'ère du vide de Lipovetsky, ou bien La culture du narcissisme de Christopher Larch. Dans l'approche marxiste de Michel Kluskar, développée notamment dans Le capitalisme de la séduction en 1981, l'individualisme hédoniste répandu depuis mai 68 est conçu comme une nécessité de fonctionnement pour une nouvelle phase de développement de l'économie capitaliste. Je rentre pas dans les détails de ce bouquin, mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a plusieurs théories en circulation actuellement dans les ouvrages à vocation sociologique. Il y a plusieurs théories sur la nature de l'individualisme contemporain et ses causes. Donc l'idée de Kluskar, c'est que en gros, durant les 30 Glorieuses, on avait eu un développement économique marqué par une extension des biens d'équipement utilitaires de type automobile, machine à laver, etc. Mais que ces marchés ayant été saturés, il fallait relancer la consommation vers de nouveaux marchés, ce qui supposait de transformer les mœurs et les comportements pour rendre acceptable le fait qu'on vende des choses qui avant ne pouvaient pas se vendre, qui n'étaient pas désirées. On peut prendre des exemples caricaturaux, mais bon, en gros, on va vous vendre des sextoys alors qu'avant on ne vendait pas de sextoys. Voilà. C'est pour vous montrer l'extension du domaine de la marchandise qui présuppose que des choses qui n'étaient pas dans l'ordre de ce que les individus avaient droit de souhaiter deviennent socialement acceptables. Donc ces différentes théories, bon là on peut discuter les unes et les autres leurs mérites respectifs, il y en a plusieurs en circulation, mais la tendance générale de la plupart des sociologues ou des auteurs qui ont écrit sur ce sujet s'accordent pour dire qu'il y a une évolution individualiste des sociétés occidentales depuis les années 80 ou 70. Et comme l'écrivait Castoriadis à la fin des années 90, le capitalisme actuellement débarrassé de son rival soviétique semble désormais libre de se fabriquer un individu à son image. Alors ça, c'est l'évolution historique dans laquelle nous sommes toujours pris. Et moi, je voudrais faire quelques petites remarques sur les convictions et les théories philosophiques et les croyances morales qui, à la fois, sont l'expression intellectuellement sophistiquée de ces tendances historiques et en même temps sont une justification de ce mouvement qui font que les individus peuvent se référer à ces théories pour justifier que finalement ces évolutions seraient souhaitables ou acceptables. Donc là, en fait, je dis deux choses en même temps. Hein. Je dis que si on regarde les choses d'un point de vue un petit peu marxiste, on dira il y a des théories philosophiques qui apparaissent parce qu'elles reflètent, dans un marxisme vraiment classique ou orthodoxe, elles reflètent la dynamique de l'évolution socio-économique. Et si on prend les choses dans l'autre sens, on dira que non seulement ces théories sont une expression d'une évolution historique, mais elles participent aussi à causer cette évolution historique, puisque les gens vont se référer à ces théories pour se justifier, pour se légitimer, et vont contribuer à façonner les croyances et les préférences de couches sociales qui sont influencées par les idées philosophiques en circulation à une époque donnée. Donc il y a d'autres classes de théories qui, à mon avis, on pourrait mettre en relation avec la transformation plus individualiste des comportements en Occident, comme le relativisme moral ou le postmodernisme, mais comme j'en ai déjà fait la critique ailleurs, je n'y reviens pas. Je ne reviens pas non plus sur la critique du libéralisme, parce que je l'ai déjà fait ailleurs, et je vais me concentrer sur d'autres formes de pensée doctrine qui justifie et qui favorise l'individualisme contemporain. Alors sans pouvoir la discuter exhaustivement, je souhaite dire quelques mots à propos d'une théorie très populaire ces dernières années en réflexion éthique en France, qui est la théorie de l'éthique minimale de Ruyen Augien. Ruyen Augien, qui est un philosophe français qui est mort il y a quelques années en 2017. Voilà. Qui était chercheur au CNRS, voilà, qui était un philosophe académique tout à fait reconnu, qui d'ailleurs est quelqu'un qui écrit très bien, c'est des ouvrages qui sont très simples, très agréables à lire, les bouquins d'Augien, c'est pas du tout des mauvais livres, hein, enfin, sur le plan de la rigueur, quoi. Et je voudrais dire quelques mots du fond de ces théories qui exercent une certaine influence et qui me semble assez représentative du climat intellectuel dans lequel se trouve la France des années 2000-2010, en tout cas toute une partie de la société se retrouve assez bien dans la position que défend Augien en matière morale. Alors le minimalisme moral de Augien consiste en 4 propositions principales. Premièrement, il soutient qu'il y a une exigence éthique à considérer autrui comme une personne indépendante et égale à tout autre, entre parenthèses, principe d'égale considération. Bon, jusque-là, je pense que plein de gens seraient d'accord, c'est pas spécialement une idée originale.
Deuxièmement, seules les actions qui entraînent un tort qui causent un tort à autrui ont une signification morale. Donc ça, c'est le principe de non-nuisance qu'on trouve déjà dans la pensée de John Stuart Mill. On peut considérer que c'est un principe ou que c'est une conception de la liberté qui relève d'une pensée libérale dans un sens relativement large de cette acceptation, parce que, en gros, là où la pensée libérale stricto sensu dira que on peut faire tout ce qu'on veut du moment que ça ne porte pas atteinte violemment à la personne d'autrui ou à ses biens, la conception de la non-nuisance définit la liberté comme quelque chose de négatif, mais c'est un peu plus large, ou c'est un peu plus englobant que le principe de non-agression du libéralisme, en ceci que la non-nuisance, ça peut s'étendre à des formes de dommages faits à autrui qui vont au-delà de la violence ou de l'atteinte à la propriété. Donc ça, on pourrait y rajouter des trucs du genre il faut pas non plus faire de tapage nocturne, etc. etc. Bon. Mais si, bon, voilà, on peut discuter de savoir jusqu'à quel point c'est vraiment une théorie libérale ou est-ce que ça s'en écarte, mais voilà, c'est quelque chose de globalement proche sur le plan conceptuel. Donc ça, c'est son deuxième principe dans son minimalisme moral. Troisième idée qui suit les précédentes, il en résulte que l'idée de devoir envers soi-même ou d'accomplissement personnel n'a elle-même aucune validité morale. Il est moralement légitime de faire de sa vie ce que l'on veut dès l'instant où on ne nuit pas à autrui. Puisque précisément il nous a dit que la sphère de la morale ne concerne que les torts qu'on peut faire à autrui. Donc il en résulte évidemment que la relation de soi à soi, les choses qu'on peut faire de sa propre vie mais qui n'ont pas d'influence sur ce qui arrive aux autres, n'ont pas de valeur morale selon cette doctrine. Et quatrième point, il s'ensuit une double récusation, celle du moralisme, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la promotion publique d'une conception substantielle du bien, d'un modèle de vertu ou de réalisation de soi, et il s'oppose également au paternalisme, c'est-à-dire à l'idée qu'il est légitime d'interférer avec les libertés d'autrui pour son bien. Donc c'est des idées qui voilà, sont présentées sous une forme philosophique un petit peu dense, mais qui me semblent en fait correspondre à un état des mœurs et des croyances de la population qui est assez partagé. En fait, hein. La plupart de gens pensent globalement comme ça, quoi. Alors Rougien ne voulait semble-t-il pas tirer des conséquences strictement libérales sur le plan politique de sa doctrine morale, parce qu'il défend une conception républicaine de liberté comme non-domination. Il y a une sorte de... Alors est-ce que c'est cohérent ou pas? Est-ce que sa morale est vraiment cohérente avec sa politique? Bon, ça ce serait tout un sujet si on faisait un débat entier sur Rougien, je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Simplement, quand bien même sa pensée politique ne serait pas une pensée strictement libérale, on voit bien que sa pensée éthique et donc les conséquences politiques qu'elle a ont des implications individualistes évidentes. Parce que son éthique se ramène, et je l'ai mis en souligné, à pouvoir faire tout ce que l'on veut, sous réserve de ne pas causer de tort à autrui. Moi, je pense que la thèse centrale du minimalisme éthique, c'est-à-dire la thèse qui a une indifférence morale du rapport à soi, est radicalement fausse. Alors c'est évident pour ceux qui ont lu l'essai de métaéthique que j'avais réalisé en faveur de le démonisme téléologique. Aujourd'hui, je ne défendrai plus forcément toutes les thèses que j'écris dans cet essai, mais en gros, je continuerai à défendre une forme d'éthique démoniste. Le démonisme, c'est la doctrine sur laquelle le bien de l'agent ou la moralité consiste pour l'agent à faire ce qui le rapproche de son bonheur. Et si on accepte une telle conception de l'éthique, et je vais encore une fois pas la défendre spécialement, puisque je l'ai déjà fait ailleurs et ça nous amènerait trop loin, je vais simplement montrer en quoi c'est contradictoire avec la position de Haugien. Si on défend une telle conception de l'éthique où une bonne action est une action qui rapproche l'agent de son bonheur, eh bien il est clair que tout ce que je fais ou tout ce que je m'abstiens de faire présente une dimension éthique. Hein, là par exemple, depuis tout à l'heure où je suis en train de vous parler, je bois des verres d'eau à répétition. Et ben de mon point de vue, soit c'est une bonne action, soit ça contribue effectivement à amener ma vie vers un état plus heureux, soit ça n'y contribue pas. Mais dans tous les cas, ça a une signification morale comme toute action. Si on admet cette conception, on voit bien qu'on ne peut que réfuter l'idée que le rapport de ma propre action à moi-même n'aurait pas de valeur morale. C'est inclus dedans en fait. Donc la morale, dans cette conception que je défends, qui est démoniste, n'est pas simplement une problématique qui se poserait que pour l'homme en société et dans ses interactions avec autrui. Et
là je reprendrai l'image qu'utilise Ayn Rand, qui est aussi une philosophe démoniste d'une certaine façon, une aristotélicienne. Elle nous dit qu'un homme échoué sur une île déserte, ce serait pour un homme échoué sur une île déserte que la morale serait la chose la plus prioritaire ou la plus urgente. C'est-à-dire que lui aussi, il aurait des choix et des actions à trancher, il aurait des questions à se poser sur sa conduite, et pour quelqu'un qui serait seul sur une île déserte, ces actions seraient encore plus vitales et encore plus urgentes et auraient encore plus de conséquences graves que pour quelqu'un qui vit une vie normale, on va dire. Donc la connaissance du bien pour un agent moral, la conséquence de la bonne manière de conduire sa vie, c'est une préoccupation qu'il a tout le temps en fait, ça ne s'arrête jamais pour aucune action, sauf dans l'hypothèse où il existerait des actions qui seraient moralement neutres, mais je suis assez sceptique que... Alors on peut toujours dire, est-ce que si tu prends tel pull plutôt que tel autre le matin, ça a vraiment des conséquences significatives sur l'évolution de ton bonheur? Bon, ça peut se discuter, mais moi j'aurais tendance à dire que effectivement toute action a des implications sur le bonheur de l'agent, et donc toute action est morale. Ou a une valeur morale, en tout cas elle est soit bonne soit mauvaise. Donc ça permet de réfuter l'argument logien sur lequel il y aura une indifférence morale du rapport à soi, mais on peut aussi utiliser une autre ligne argumentative pour critiquer l'idée de l'indifférence du rapport moral de soi à soi, parce que si on peut conceptuellement distinguer la sphère de mes actions qui n'affectent que moi-même et celle de mes actions qui affectent autrui, dans la pratique, ces deux sphères sont en interaction régulière. C'est-à-dire que l'idée d'Augien présuppose qu'il y a une distinction entre mes actions qui me touchent que moi-même et mes actions qui touchent autrui. Et effectivement, intellectuellement, on peut se dire, oui, effectivement, il y a une différence entre les deux, j'arrive à comprendre qu'il y a une différence entre les deux. Mais quand on observe la pratique, très souvent, en fait, les deux sphères sont imbriquées. Par exemple, il y a des implications prévisibles entre le fait de me maltraiter ou de me laisser me dégrader moi-même et le fait de nuire à autrui. Par exemple, il semble clair qu'un individu qui n'admet pas avoir un devoir de résister à l'ivrognerie, donc le fait de boire de façon immodérée tout le temps, bah, il a plus de chances de devenir un ivrogne, et s'il a plus de chances de devenir un ivrogne, bah, il a plus de chances de devenir une personne qui n'est pas maîtresse d'elle-même, et s'il a plus de chances de devenir une personne qui n'est pas maîtresse d'elle-même, bah, il a plus de chances de devenir in fine dangereux pour autrui. Et à travers cet exemple, on aurait pu en prendre plein d'autres, on voit bien que la façon dont je me traite moi-même a des répercussions sur la façon dont je vais interagir avec autrui. En fait, dans la pratique, très souvent, on ne peut pas séparer les deux. Donc c'est une bonne raison pour contester l'idée qu'il y aurait une indifférence morale du rapport à soi, puisqu'en fait, ça a aussi des conséquences pour les autres, la façon dont je vis. Même quand c'est pas de manière directe. C'est pourquoi la doctrine d'Augien, le minimalisme éthique, est à mon avis profondément vicieux, puisqu'il sape les conditions de possibilité de la non-nuisance à autrui. Pour être une personne qui ne nuit pas à autrui, il faut que je sois un certain genre de personne, et je ne peux pas juste me contenter de ne pas nuire à autrui, et ne pas me soucier de pratiquer une certaine forme de vie vertueuse de façon générale et englobante. Enfin, troisième raison de rejeter le minimalisme éthique, c'est que l'idée que nous n'avons aucun devoir positif à accomplir, mais uniquement un devoir négatif de ne pas nuire, eh bien c'est un obstacle pour l'obtention d'une vie bonne dans une société aimable. Parce que une société dans laquelle vous n'avez aucun devoir positif envers autrui est une société dans laquelle autrui n'a lui aussi réciproquement aucun devoir positif envers vous. Ça veut dire que voilà, autrui ne vous doit rien en fait. Autrui doit juste vous laisser tranquille. Mais si vous avez une panne sur le bord de la route, autrui n'a pas le devoir de s'arrêter. Donc finalement vous êtes tout seul. Et donc vivre dans une société où finalement personne ne s'occupe de nous, ça nous laisse terriblement seuls, si nous adhérons à ce type de principe. Et doit-on dès lors s'étonner que dans une société individualiste qui reposerait sur le type d'éthique que favorise quelqu'un comme Augien, doit-on s'étonner que la solitude a été déclarée en France grande cause nationale en 2011, et selon certaines études qui ont fourni la base à cette décision politique, il y aurait un tiers des Français qui seraient frappés de solitude ou qui exprimeraient des problèmes psychologiques, des problèmes de détresse personnelle liés à la solitude.
Donc ça fait une personne sur trois qui aurait quand même, ce problème, alors que la nature humaine eh bien, est d'être un être social selon la vieille définition aristotélicienne et que la solitude n'est pas bon pour nous. Alors pourquoi devrions-nous vivre dans une société qui détricoterait finalement les liens d'assistance et de solidarité entre les individus en supprimant toute forme de devoir positif? Ça ne semble pas souhaitable si nous souhaitons vivre dans une société heureuse et agréable à vivre. Là je reprends mon exemple, tout à l'heure je donnais l'exemple du devoir d'assistance à personnes en danger. Voilà, une société dans laquelle il n'existe pas d'obligation, par exemple, c'est une forme de devoir positif, hein, il y a plusieurs types de devoirs positifs, mais l'assistance à autrui c'en est un. Une société dans laquelle il n'existe pas d'obligation de porter assistance à une personne en danger, c'est une société dans laquelle vous avez une garantie de moins d'être sauvé. Est-ce que c'est vraiment dans ce genre de société-là que vous aurez envie de vivre? C'est pourtant bien la conséquence du minimalisme éthique et de l'individualisme. Il semble clair que réduire la moralité des rapports sociaux, donc autre argument toujours contre cette doctrine, il semble clair que réduire la moralité des rapports sociaux à l'existence qu'ils relèvent de choix consensuels, et on en revient à cette notion de consensus dont je parle au début du billet, ça aboutit à laisser les individus se faire du mal à eux-mêmes, et même de se faire du mal les uns les autres, sous la condition que ce soit consensuel. Et c'est là où on voit que quand les libéraux nous disent que le consentement est au centre de leur doctrine éthique, certes, mais c'est pas satisfaisant pour autant. Parce que si on vit dans une société qui repose sur cette base, un principe qui a priori semble un principe sympathique, hein, le consentement dit comme ça a l'air sympathique, mais quelle est la conséquence de n'avoir comme règle morale que le respect du consentement? Eh bien, il s'ensuit que rien ne s'oppose à ce que, par exemple, des individus s'engagent dans des contrats afin de pratiquer des sports extrêmes, afin de pratiquer des combats de gladiateurs, par exemple, auxquels ils auraient consenti, parce que voilà, ils ont signé un papier qui dit qu'ils sont d'accord. On voit que finalement les individus peuvent se dégrader, peuvent entrer dans des rapports qui ne sont pas du tout sains ni pour eux, sous la seule condition qu'ils ont donné leur consentement à un moment donné. Ça ne semble pas quelque chose de désirable. C'est pourquoi l'individualisme détruit les freins moraux et légaux qui empêchent la société de courir à sa perte. Bon, c'est un petit peu mélodramatique, mais voilà, c'est l'idée. Pourtant, l'être humain, qui est un être social et empathique, ne peut pas jouir d'une vie réellement satisfaisante en étant entouré de gens qui se dégradent et qui s'enfoncent dans le mal, ne serait-ce que vis-à-vis d'eux-mêmes. Hein. Si vous êtes entouré de gens qui pratiquent les combats de gladiateurs et les sports extrêmes, et qui vous disent quand vous les regardez complètement mutilés ou je sais pas quoi, ouais mais t'inquiète pas, j'avais consenti, ça va pas vous ôter l'idée qu'il y a quelque chose qui va pas quand même, hein, que ça aurait dû être évité par une réglementation. Voilà, bon. Donc on devrait contester l'idée, qui est là encore un slogan libéral que j'ai moi-même défendu à l'époque, que les vices ne sont pas des crimes, et donc les uns ne devraient pas être traités comme les autres. Certes, les vices ne sont pas des crimes, les vices c'est ce qui nuit à soi-même, tandis que les crimes ou les délits c'est ce qui nuit à autrui. Certes, les vices ne sont pas des crimes, c'est pas un crime de participer à des combats de gladiateurs et de se faire mutiler après y avoir consenti, mais ça reste quand même quelque chose de pas sympathique et qui semble ne pas permettre aux individus d'être dans un environnement décent, agréable, où ils peuvent vivre de belles vies en étant en sécurité. Enfin, c'est pas un problème de sécurité, mais c'est un problème de... C'est un problème de... Comment qualifier ça? De ne pas subir une forme de nuisance, parce que c'est bien ça le fond du problème, de ne pas subir une forme de nuisance qui viendrait du fait que autrui se fait du mal et que en se faisant du mal à lui-même, comme nous sommes êtres empathiques, il vous fait aussi du mal à vous en fait, hein, par le simple spectacle de l'état dans lequel il se trouve. Et donc c'est bien là où il y a une véritable misère de l'individualisme qu'on peut trouver chez Augien ou chez les libéraux quand ils nous disent qu'ils veulent mettre le consentement au centre de l'éthique. En fait, c'est pas vrai, ils ne veulent pas mettre le consentement au centre de l'éthique, ils veulent réduire l'éthique au consentement, c'est tout à fait différent. Et le problème, c'est que s'en tenir à respecter ou à consentir et à respecter ce que autrui a décidé de faire volontairement, c'est en deçà des tâches de l'éthique en réalité. Parce que ce que nous devrions faire si nous voulons agir de manière éthique, c'est bien plutôt à motiver autrui à vouloir son bien,
Et son bien, bah, c'est tout ce qui lui est bénéfique. Et tout ce qui lui est bénéfique, c'est beaucoup plus restreint que tout ce qu'il peut vouloir, puisqu'il peut vouloir des choses qui ne lui sont pas bénéfiques. Donc nous devrions essayer plutôt de motiver autrui à vouloir son bien, et notre propre bien, parce que nous sommes des êtres sociaux, est affecté par le degré d'épanouissement ou de dégradation morale d'autrui. Hein, quand vous vous promenez dans la rue et que vous voyez des toxicos, bah, ça ne vous fait pas plaisir a priori de voir des toxicos, et ça a des effets sur vous, en fait, sur votre humeur, sur votre état moral. Voilà, on est en interaction les uns avec les autres, ce que les uns font de leur vie a des conséquences sur les autres, quand bien même ce ne serait pas des conséquences directes. Et de mon point de vue qui est eudémoniste, donc, hein, le plus haut idéal social qu'on puisse se donner n'est pas simplement une société libre ou égalitaire ou prospère, c'est une société heureuse. Et nous voulons la liberté ou l'égalité ou la prospérité, ou n'importe quel autre bien social ou politique, parce qu'à la fin des fins, nous avons la croyance que ça va favoriser le fait de vivre dans une société heureuse. C'est bien ça que nous voulons. Et pour atteindre cela, ça exige infiniment plus que simplement s'abstenir de nuire à autrui et juste accepter ensuite toutes les préférences qu'il pourrait avoir. Vivre dans une société heureuse, ça exige de pratiquer des vertus, et ça exige des lois qui s'appuient sur ça. Et ceci m'amène donc à réviser l'une des thèses que j'avais défendues dans ma brochure sur le pluralisme de John Keats, qui est toujours en lien en violet pour ceux qui voudraient la lire. Puisqu'à cette époque, j'avais dit que, c'est le moment où je sortais de ma période libérale, je faisais une critique du libéralisme sur la base de la doctrine de John Keats. Mais j'avais encore écrit à cette époque que cette position politique pluraliste n'impliquait pas une forme de perfectionnisme politique. Et maintenant, je reviens sur cette idée, puisque je m'aperçois que ce n'est pas vraiment les vraies conséquences que j'aurais dû tirer du pluralisme politique. Le perfectionnisme, c'est l'idée qu'il peut être politiquement souhaitable ou acceptable de pousser les individus à adhérer à un mode de vie spécifique. Et à l'époque je disais que le pluralisme ne l'impliquait pas, et maintenant, en fait, je reviens sur cette idée parce que j'ai trouvé que d'une certaine façon, en fait, il l'implique. C'est pour ça que j'écris que nous devrions renouer avec une forme de perfectionnisme politique, au moins dans un sens faible. Et alors je vais préciser cette idée parce que c'est évidemment un libéral qui lit ça, il va tout de suite crier au paternalisme et à la régulation des mœurs et je sais pas quoi. Et je voudrais montrer que ça n'est vrai que dans une certaine mesure. En effet, ce que nous devrions faire pour vivre dans une société qui tend à être une société heureuse, ce n'est pas tant de contraindre les individus à suivre un modèle déterminé de vie bonne, parce que de toute façon, plus on essaiera de préciser ce que serait le vrai modèle de vie bonne et plus on essaiera de l'imposer politiquement, plus ce sera une source de conflit entre les gens qui n'auront pas la même conception substantielle du bien. Donc il faut être extrêmement prudent sur ce sujet, sinon ça se finit en guerre de religion entre des gens qui sont absolument pas d'accord sur qu'est-ce qu'une bonne vie. Mais au moins on pourrait s'accorder sur le fait qu'il serait bon d'empêcher les individus de se nuire et d'inciter potentiellement autrui à en faire autant en adoptant des modes de vie qui seraient susceptibles d'être imités. Parce que, et qu'est-ce qui justifie qu'on devrait renouer avec au moins une certaine forme de perfectionnisme politique? Parce que, selon le pluralisme de John Keats, la finalité des bons régimes politiques est de permettre au plus de gens possible de mener des vies bonnes. Et si on y réfléchit bien, et j'avais pas vu ça la première fois, le corollaire de ce principe, c'est donc que les bons régimes politiques ne souffrent pas, ne permettent pas la liberté individuelle, jusqu'au point où les individus en feraient usage pour rendre leur propre vie misérable. Et il ne peut pas le faire, parce que sinon ce serait contradictoire. Je vous laisse y réfléchir 2 petites secondes. Donc la finalité des bons régimes politiques, c'est de permettre au plus de gens possible de mener des vies bonnes. La liberté, c'est un outil pour atteindre ce but. C'est bien que les gens soient libres, parce que s'il n'était pas du tout, ils ne pourraient pas atteindre des vies bonnes. Donc la liberté est un bien légitime. Mais ce n'est pas un bien légitime jusqu'au point où les individus en feraient usage pour rendre leur propre vie misérable. Parce que si on autorisait la liberté jusqu'à ce degré-là, ce serait contradictoire avec le but que la sélection de la liberté comme valeur politique doit servir. Donc le moyen sera en contradiction avec la fin. Donc pour que ça n'arrive pas, il faut que les libertés soient contenues dans des limites qui ne vont pas jusqu'à ce point-là. C'est pour ça qu'au départ je disais qu'il n'y a aucun problème avec le fait que dans une bonne société, les individus puissent réaliser leurs aspirations,
à condition que ce ne soit pas n'importe quelles aspirations. Et c'est là où on voit que je modère, où je propose une position qui est en deçà de l'individualisme, sans sombrer pour autant dans le collectivisme. Donc c'est quelque chose de très nuancé, donc de difficile à préciser, où il n'y a pas de mot vraiment pour qualifier ça. On pourrait dire un individualisme modéré, même si je considère que c'est encore ambigu de parler comme ça, mais voilà, il s'agit de contenir la liberté dans des limites qui soient vraiment fidèles au principe ou au but que la liberté est censée servir. Par exemple, pour rendre ça un peu plus concret, si l'État doit garantir aux individus des biens tels que la santé, eh bien on ne voit pas pourquoi des mesures visant à interdire ou à dissuader les individus de dégrader volontairement leur propre santé ne pourraient pas être envisagées. Et là, on pourrait mettre le cas des pubs anti-tabac ou des taxes importantes sur le tabac ou des mentions obligatoires sur les boîtes qui disent que le tabac est dangereux ou n'importe quelle forme de régulation politique qui tendrait à essayer de dissuader les gens de fumer du tabac quand même on l'interdirait pas purement et simplement. Parce que la santé, ça fait bien partie des conditions de la vie bonne pour les citoyens. Ils vivent de meilleures vies s'ils ont de la santé que s'ils n'en ont pas. Donc, eh bien, une certaine forme de régulation, de limitation de leur liberté pourrait être souhaitable pour maximiser leur santé. Ensuite, je fais une petite parenthèse pour préciser cette idée en disant que l'application de telles mesures doit cependant tenir compte de considérations contextuelles et techniques de faisabilité, parce que ça ne sert à rien de prôner des mesures qui ne sont pas applicables. Par exemple, je dis qu'il est vain d'essayer d'interdire le suicide, et ce, quand bien même on serait d'accord pour dire que les gens qui se suicident n'ont pas vécu de bonne vie. Voilà, bon, il y a des choses qui ne sont pas pertinentes de tenter de faire faire par la puissance publique, mais néanmoins là je raisonne sur le plan des principes, et sur le plan des principes, eh bien, il peut être acceptable que des formes de liberté individuelle soient restreintes pour que les individus ne rendent pas leur propre vie misérable. Alors voilà ma critique du minimalisme éthique. Maintenant, je vais faire un petit point sur les éthiques de la discussion, qui sont quelque chose d'assez différent. Parce que les éthiques de la discussion ne sont pas des éthiques qui prônent directement de l'individualisme, comme peut le faire le minimalisme éthique. En revanche, elles ont une structure qui fait que si la société tend vers de l'individualisme, en gros, les éthiques de la discussion elles vont accompagner le processus, elles ne vont pas l'interrompre. Alors, dans le terme d'éthique de la discussion, je l'utilise de manière un petit peu extensive. Très rigoureusement, ça devrait qualifier que la philosophie politique de Jürgen Habermas, qui est un philosophe allemand, qui, comme vous le savez, est une des sources d'inspiration intellectuelle du président Macron, qu'il a d'ailleurs rencontré. Mais si on a une acceptation un petit peu plus étendue de ces éthiques, je pense que ce ne serait pas tout à fait faux de les rapprocher de la pensée de quelqu'un comme Paul Ricoeur, donc philosophe français, ou de John Rawls, philosophe américain, qui sont tous des penseurs, on va dire, de tendance social-démocrate sur le plan politique. Mais, comme va le montrer le petit texte que je vais lire maintenant, ils défendent un type de doctrine qui, certes, ne prône pas l'individualisme, mais qui est incapable de le combattre. Donc, de mon point de vue, ça reste un problème. Juste avant de vous lire le texte, je vous précise quelque chose sur son auteur. C'est un extrait d'un bouquin d'André de Muralt, et Muralt est un philosophe thomiste. Donc, c'est la doctrine thomiste, c'est la philosophie politique officielle de l'Église catholique. Donc, d'une certaine façon, ce que je veux dire, c'est une critique catholique, voilà, ou traditionnaliste, enfin bon, voilà, de la position des éthiques de la discussion, mais sans appartenir moi-même, comme vous vous en doutez peut-être quand même, sans appartenir moi-même au thomisme ou au catholicisme, je trouve que la critique qui est formulée est tout à fait pertinente, et donc je vais la reprendre à mon compte telle qu'elle. Et donc Muralt, il nous dit, je saute le début parce que c'est un peu métaphysique, la fonction de l'éthique, c'est-à-dire en définitive de l'état minimal du libéralisme, est en effet de chercher à réguler les tendances indéfiniment multiples de la société en assurant leur coexistence pacifique par une procédure de concertation permanente. Bon, moi je pense que ça ne qualifie pas vraiment la position du libéralisme, en revanche ça qualifie tout à fait la position des penseurs de l'éthique de la discussion. La condition de cet ordre apparent, de cette stabilité entre guillemets de la société, selon l'expression de Rawls, n'est pas une éthique métaphysique appuyée sur quelques principes extérieurs au conflit des intérêts humains, tels que, pour faire court, la finalité du bien, ou du moins l'utilité individuelle ou collective.
Mais la condition de cet ordre, donc, c'est un débat démocratique susceptible d'amener un consensus social sur les règles sociales nécessaires. Donc en fait, les éthiques de la discussion, elles considèrent qu'il y a une forme d'éthique immanente dans le fait que des gens se réunissent pour décider, prendre une décision démocratique ensemble. Et en fait, c'est une éthique de la procédure et non pas une éthique du résultat. C'est-à-dire que ce qui est éthique ou ce qui est juste ou ce qui doit être, ce qui est une condition pour que la décision soit une bonne décision, en fait, c'est la manière dont on a pris la décision, ce n'est pas son résultat. Donc en fait, c'est une éthique, ou c'est une conception voilà, de philosophie politique qui est très formaliste, qui n'a pas de contenu. Alors c'est un peu moins vrai chez John Rawls, pour simplifier, je vais dire ça comme ça, parce que on va dire que c'est surtout vrai pour Habermas, ça serait un peu moins vrai chez John Rawls, mais fondamentalement, c'est une éthique qui a une forme, qui n'a pas un contenu. C'est-à-dire que si là, aujourd'hui, les gens du Discord en vocal avec moi, on se concerte selon les règles de discussion que prône ce type d'éthique, et puis on arrive à une décision, quelle que soit la décision, bah c'est une bonne décision parce qu'on a respecté les règles qu'il fallait suivre pour prendre la décision. C'est-à-dire que si à la fin on décide qu'on va décapiter un membre sur 10 pour faire des économies de place sur le serveur, bah, l'important c'est pas que cette décision soit moralement, enfin, elle ne pourra pas être mauvaise parce que le critère du bien dans cette conception éthique, c'est pas le résultat de la décision, c'est la façon dont on l'a prise. Ce qui fait que, bah, pourquoi c'est un problème? Bah, moi je pense que c'est un problème en soi parce que c'est une forme de positivisme juridique, c'est-à-dire le bien s'identifie à la loi et il n'y a pas de loi qui peut être mauvaise du moment qu'elle a été bien prise. Donc c'est un problème. Et puis c'est un problème par rapport à un contexte de montée en puissance de l'individualisme, parce que c'est-à-dire que si les gens ont des croyances individualistes et qui prennent une décision démocratiquement concertée selon les bonnes règles qui est individualiste, et ben la décision elle est bonne, non pas parce que son contenu est bon, puisque c'est pas le sujet, mais parce qu'elle a été prise selon les bonnes règles. Donc le fait d'être dans une société qui considère comme un guide en philosophie politique des types d'éthique de la discussion, bah, ça ne permet pas de s'opposer à la montée de l'individualisme en fait. Voilà le problème. Et alors, donc, en l'absence d'une morale du bien objectif réel propre à la volonté, en l'absence d'une conception politique du bien commun de la cité, c'est en effet une démocratie dite procédurale et en fin de compte l'État lui-même qui seul fonde et garantit, en les éditant, j'ai dû me faire tromper dans le texte, les règles qui déterminent le comportement moral de chacun. En fait, c'est une forme de relativisme de groupe, c'est-à-dire, voilà, c'est la bonne décision parce qu'on l'a prise démocratiquement, ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être que les bébés seront mangés à midi, euh, voilà, ça n'a pas de contenu substantiel. Et ça, c'est quand même extrêmement problématique, et à la limite, on pourrait aller encore plus loin et se dire, finalement, qu'est-ce qui, dans l'éthique de la discussion, interdit que le résultat de la délibération soit de supprimer la démocratie? Oui, ça peut devenir assez ridicule. Et donc ces éthiques qui sont assez populaires, hein, parce que là j'ai quand même pas cité des philosophes inconnus, hein, Habermas, Ricoeur, Rawls, hein, c'est que des penseurs qui sont très influents, très enseignés dans les universités. Voilà, les gens qui étudient la philosophie, ils vont tomber sur ça, ils vont pas tomber sur la pensée thomiste et ils vont pas tomber sur bien d'autres choses. Donc ça fait partie un peu du mainstream philosophique, si vous voulez. Et bien ce mainstream philosophique qu'on voit à l'œuvre lorsque quelqu'un comme le président Macron met en place des groupes de discussion de citoyens pour décider de trucs qu'il décidera lui-même plus tard s'il en tient compte ou pas, bah, finalement, on n'a pas consulté des gens parce qu'on estime qu'ils avaient une sagesse particulière, on n'a pas consulté des gens parce que c'était des experts d'un domaine donné, on demande à des gens qu'est-ce que vous pensez de ça, puis ils prennent une décision, puis après on l'applique ou on l'applique pas, mais finalement la légitimité de la décision viendra du fait que les gens se seraient réunis pour la prendre. Et moi, j'adhère à une conception qu'on qualifie de juste naturaliste, qui s'oppose à l'idée que le fait que les bonnes règles formelles de prise de décision aient été respectées n'est pas un critère suffisant pour fonder le bien de la décision. Le bien de la décision, c'est aussi quelque chose de substantiel, et ça ne peut pas être tout et n'importe quoi qui constitue une bonne décision. Donc voilà la critique que je ferai aux éthiques de la discussion. Par exemple, bon, pour rester sur le sujet du biais, si on prend des décisions politiques qui favorisent l'individualisme, eh bien, ça a beau être parfaitement démocratique, ce ne sera pas pour autant une bonne décision, de même que si c'était d'autres choses qui me sembleraient moralement inacceptables.
Alors, je reviens à ma nécrophagie dont il était question au début de l'article, parce que je voudrais maintenant souligner un petit point de sociologie sur le fait que il est cohérent qu'une société prise dans un mouvement d'individualisme croissant se caractérise par un effondrement des tabous et des interdits sociaux. Car indépendamment de leur contenu, de leur bien fondé ou de leur rationalité, ces interdits sont des marqueurs de la cohésion sociale. C'est en tout cas ce que nous affirme l'anthropologue Hutton Webster dans un ouvrage de 52 sur le tabou, une étude sociologique du tabou. Il nous dit que les tabous remplissent la fonction suivante dans la société. Depuis longtemps, ceux qui étudient la société primitive ont reconnu le fait qu'un système de tabous était nécessairement compris parmi les plus importantes forces, des forces travaillant à consolider cette société. Même si les tabous d'un individu ne concernent que lui-même, leur observation impose un frein aux passions humaines et requiert la maîtrise sur des impulsions qui autrement seraient irrésistibles. Si les tabous sont observés par la communauté, leur rôle disciplinaire est encore plus manifeste. Leur violation par quelqu'un entraîne, croit-on, mauvaise fortune pour chacun. Comme disent les naturels du Congo, un seul homme devient la malédiction de 100 hommes. De là le devoir imparti à tout membre du groupe, s'assurer si son voisin respecte la loi. En conséquence, les règles du tabou produisent comme effet général l'exercice d'une puissante sanction pour tous ces sentiments altruistes qui mettent en œuvre la coopération entre semblables. Nombreux sont nos informateurs qui attestent que de telles règles tendent à établir et à maintenir la solidarité sociale. Donc là, ce qu'il nous dit en fait, c'est que le tabou, c'est un symptôme du degré de cohésion sociale et d'adhésion à des règles partagées qui favorisent la coopération entre les individus. Alors ça ne veut pas dire que tel ou tel tabou pris en particulier est une interdiction rationnelle, hein, ça peut être une énorme connerie. Mais le fait qu'il y ait des tabous dans la société de façon générale indique son degré de cohésion sociale, ou c'est un indice en tout cas du fait qu'il y a une cohésion sociale qui se manifeste. Donc si cette thèse est vraie, et bon voilà, j'ai pas étudié tous les sociologues qui ont parlé du tabou, c'est un livre un petit peu ancien, donc il faut quand même se méfier de ce qu'il nous raconte, mais admettons que ce soit vrai, et ben ça veut dire que si les tabous sont un marqueur de la cohésion sociale, une société dont les tabous volent en éclats, c'est une société où la cohésion sociale est en train de diminuer en fait. Et, c'est ça que ça veut dire, c'est une société qui est prise dans un mouvement d'individualisme croissant où les gens estiment qu'ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas respecté des règles un peu bêtes qui les contraignent, enfin voilà, ils ont envie de se dégager de tout ça. Et se dégager des tabous, ben, ça peut être une bonne chose quand le tabou en question est une imbécilité, mais c'est pas toujours une imbécilité, et puis surtout, de façon générale, voilà, plus les tabous régressent, plus la cohésion sociale, enfin, c'est un indice, c'est un symptôme, si vous voulez. C'est-à-dire que derrière le tabou, c'est la cohésion sociale qui est en train de voler en éclats. Et donc ça pose des problèmes. Alors ces problèmes, dans l'histoire des 2 derniers siècles, la gauche authentiquement socialiste, comme son nom l'indique, parce que dans socialiste il y a socius, social, hein. La gauche authentiquement socialiste s'était érigée au début du XIXe siècle contre une évolution historique libérale amenant la société à tomber en poussière, puisque cette évolution économique et politique avait détruit la réalité communautaire des sociétés pré-industrielles. Hein, des sociétés très souvent villageoises, avec un fort contrôle social, qui posait lui-même bien des problèmes. Il ne s'agit pas d'enjoliver ou d'idéaliser le passé, néanmoins, c'est pas pour autant que le mouvement inverse est nécessairement uniquement positif. La plupart des penseurs du socialisme européen étaient motivés par une problématique éthique et humaniste visant à contrer les conséquences inhumaines des tendances individualistes de la modernité. Et là, je ne fais pas une critique de toute la modernité, je fais une critique de la modernité dans sa dimension libérale. J'espère que c'est bien clair pour qu'on ne m'accuse pas d'être je ne sais quoi. En France, depuis la reconstitution du parti prétendument socialiste dans les années 70, il s'est formé toute une social-démocratie, qui de nos jours d'ailleurs en 2021-22 a bien disparu, mais bon, pendant les 50 années qui ont précédé, il y avait quand même toute une social-démocratie, qui par hostilité légitime contre le collectivisme stalinien, eh bien s'est noyé dans l'excès inverse, s'est éloigné dans la société de marché, s'est noyé dans l'individualisme. Et comme ces tendances de gauche, molle, de social-démocrate, appelez ça comme vous voulez, ou de centre-gauche, comme ces tendances sont tirées vers des valeurs morales de type individualiste, et ben ça la rend logiquement très peu apte à poser des limites éthico-politiques à l'emprise croissante des rapports marchands dans la vie sociale.
Et si vous avez un doute sur la question, je vous invite à penser au bilan de ce qu'ont été les années Mitterrand. La complaisance de cette gauche tiède vis-à-vis de l'individualisme est illogique au regard de ses propres idéaux de bien-être et de solidarité. Donc là, je dis qu'il y a une contradiction entre le fait d'être de gauche et le fait d'être individualiste. En effet, il est évident qu'une société de plus en plus individualiste est également prise dans un mouvement de marchandisation croissante. Par exemple, si je peux faire ce que je veux de mon corps, eh bien, je dois pouvoir vendre mes organes pour de l'argent. Et on pourrait prendre tous les exemples du monde qui vous montrent que cette loi est une vérité générale. Si je peux faire ce que je veux du moment que je nuis pas à autrui, eh ben, je peux porter des enfants et puis les vendre, si je suis une femme. On pourrait prendre encore d'autres exemples. Je vous laisse choisir vos propres exemples. En tout cas, là, il y a une relation générale. On voit bien qu'on ne peut pas d'un côté ne pas aimer la marchandisation croissante et de l'autre se dire que l'individualisme c'est très bien, parce que l'un est la condition morale ou éthique de réalisation de l'autre. Ou une autre manière de le dire, ce serait de dire qu'un mouvement d'individualisme est une condition ou un élément favorable sur le plan éthique et culturel du développement d'un capitalisme de plus en plus étendu. Dans une société individualiste, les individus sont abandonnés à la peur par absence de garantie matérielle d'existence. En effet, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'absence de devoir positif envers autrui. Si je n'ai pas de devoir positif envers autrui, si je ne dois rien faire pour autrui, et bien autrui ne doit rien faire pour moi, et donc chacun se démerde. Une société dans laquelle l'accès aux ressources socio-économiques dépend essentiellement du marché, et le marché, qu'est-ce que c'est sinon le consentement, sinon le fait de se mettre d'accord pour se vendre des trucs, donc le fait d'être libre au sens d'absence de liens contraignants. Une société dans laquelle l'accès aux ressources dépend essentiellement du marché implique de lutter en permanence pour plaire aux autres. Puisque les autres ne me doivent rien, donc si je veux avoir quelque chose d'eux, il faut que je leur persuade que c'est leur intérêt, que je leur plaise, enfin en tout cas voilà, c'est conditionnel l'accès aux ressources. Ce qui alimente nécessairement l'inauthenticité de l'existence, puisque pour plaire aux autres, je vais leur raconter ce qu'ils ont envie d'entendre, et mon existence sociale en dépend, donc je ne peux pas faire autrement. Donc ces conditions, ces structures socio-économiques alimentent nécessairement l'inauthenticité de l'existence, l'hypocrisie, le mensonge, le culte de l'apparence, le culte du corps, et renforcent en un cercle vicieux le narcissisme. Et là, vous avez une grande clé de la cohérence du lien entre l'évolution socio-culturelle des pays occidentaux des 40-50 dernières années et son évolution socio-économique. Et bien souvent, force est de constater qu'il y a pas mal de gens, notamment à droite, qui trouvent intelligent de critiquer la moitié de ce processus sans critiquer l'autre moitié. Par exemple, il y a beaucoup de gens de droite qui vont vous dire qu'on est dans une société qui est trop narcissique, culte des apparences, culte du corps, nanana, et puis ils vous diront jamais qu'il y a une base socio-économique qui favorise le processus. En fait, c'est les deux aspects d'une seule et même pièce. Alors, une petite citation pour illustrer cette idée qui nous vient du collectif de travailleurs, je ne sais plus son nom, la Convergence des luttes, voilà. Très, très bien trouvé ça. Collectif militant dans le domaine de la culture, qui nous dit « Le stress de la captation de l'attention est permanent, obsessionnel, peu importe l'étage de la pyramide sociale où on est hissé, les réseaux sociaux ont été en ce sens le dernier clou dans le cercueil, l'artiste a intégré qu'il a 5 secondes pour capter l'attention, et c'est là qu'il va mettre le paquet, hypersexualisation de l'image, débauche d'effets, déclarations calibrées pour les titres, basket rouge et autres fadaises. » Donc nécessité extrême pour vivre sur le plan simplement économique de capter l'attention, plaire, dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, tout ce que j'ai décrit. Et ça ne peut aller que s'accentuant à mesure que reculera toutes les formes d'organisation socio-économique qui ne sont pas de l'économie de marché. La sociologie de Zygmunt Bauman a défini la radicalisation post-fordiste et individualiste du capitalisme occidental comme marquant l'avènement d'une société liquide. Donc c'est un concept auquel je vous renvoie. Tous les aspects mortifères de cette nouvelle forme de la société capitaliste, entre parenthèses vacuité et fragilité des liens sociaux, déracinement, précarité croissante, angoisse psychosociale, isolement, consumérisme, etc., découle d'une forme ou d'une autre d'individualisme.
L'individualisme, c'est ce phénomène-là sous le plan éthique et culturel, et les autres éléments, ce sont les conséquences sur le plan des rapports sociaux et économiques du phénomène. Alors si nous voulons contrer tout ça, si nous voulons améliorer la société dans le sens d'une société qui soit réellement humaniste, eudémoniste, et qui se conforme au pluralisme politique que j'ai défendu ailleurs, eh bien, il convient de mettre la bribe à l'exigence de liberté individuelle. Paradoxalement, c'est lorsque nous ne sommes obligés positivement à rien envers autrui que nous sommes le plus radicalement asservis au fait de gagner son intérêt. Alors ça c'est un vrai paradoxe, parce qu'on pourrait se croire qu'on est d'autant plus libre qu'on a moins de devoirs ou qu'on a moins de choses à faire. En fait, si on n'a aucun devoir, autrui n'a aucun devoir envers nous, pour peu qu'on soit dans une société égalitaire qui respecte le principe de réciprocité, en fait. Et donc c'est pas tolérable et c'est pas souhaitable. Inversement, l'obligation de financer un État social développé tend à nous libérer de ces incertitudes et à restaurer notre tranquillité et notre dignité. Puisque s'il y a au moins une part de notre revenu social, de nos revenus économiques, qui est garantie de façon inconditionnelle, ce qui impose de toute évidence une obligation pour autrui de nous le fournir, eh bien nous avons moins besoin d'être dans les attitudes non authentiques et dévastatrices pour la psyché que j'ai décrites. Alors la conclusion de cette critique de l'individualisme que j'ai développée, qui est paradoxale et qui est inattendue sur le plan de la philosophie politique, mais qui moi me semble tout à fait justifiée, c'est qu'au final, la vie la meilleure n'apparaît dès lors pas comme la vie la moins contrainte par des obligations politiques positives. En fait, c'est bien d'avoir des devoirs, parce que ça veut dire qu'autrui aussi a des devoirs envers nous, et on va pouvoir fonctionner dans une société qui ne sera pas que basée sur le caprice, le fait de plaire, et ainsi de suite. Si nous voulons desserrer l'étau de la peur, de la déchéance, du spectacle du mal et de conditions de vie précaires et inauthentiques, nous devons combattre l'individualisme et les idéologies bourgeoises qui sont à son service. Voilà ce que je vais vous dire ce soir, j'espère que ça vous a intéressé et j'attends vos questions.